Bonjour, je me présente, je suis Christophe Fagard, intervenant en Neoma Business School, en Executive Education notamment. Alors j'ai le plaisir de partager avec vous cette présentation qui prend la forme d'un diaporama commenté sur le thème du management en situation de crise. Alors cette présentation dure environ 45 minutes. Vous aurez bien sûr le loisir de la regarder à votre rythme, en une fois, en plusieurs fois, d'aller vers l'avant, vers l'arrière. C'est l'avantage de la vidéo. En tout cas, cette présentation n'a pas la prétention d'être un cours complet sur le management de crise. Et donc j'ai choisi de brosser pour vous des grandes lignes du management en situation de crise afin de pouvoir échanger ensemble lorsque nous aurons le plaisir, si j'ai le plaisir effectivement, de vous voir en présentiel. Quelques objectifs, surtout un chemin que je vais utiliser pour ce diaporama et quelques propos d'introduction qui permettent de comprendre effectivement la notion de crise et d'impact sur le management. Le chemin, le voici. Donc, la notion de crise, définition, les différentes caractéristiques des crises. Quel est l'impact, ou surtout les impacts d'un monde VUCA? Donc, je me permettrai de redéfinir peut-être pour un certain nombre d'entre vous ce qu'est le monde VUCA. D'identifier aussi les réponses assez diversifiées des organisations face à l'incertitude et aux situations de crise, et de terminer à travers des pratiques et des postures managériales que l'on peut trouver au sein des organisations pour faire face à la fois aux situations de crise et également de mettre en place ce qu'on appelle de la résilience et individuelle et collective. Cette résilience, c'est la capacité à pouvoir rebondir et à faire face à une situation. J'aimerais commencer par partager une observation en fait avec vous, qui est une observation de vie tout à fait adaptable dans le monde des organisations. Et en fait, dans la vie, il y a ce qu'on maîtrise. Et ce qu'on maîtrise, c'est une vraie leçon d'humilité parce qu'on maîtrise peu de choses. C'est l'expression de nos compétences, de notre expertise, mais au sein de l'organisation, finalement, on maîtrise peu de choses. Et on sait exactement à qui s'en prendre quand la chose n'est pas faite. Le deuxième élément qu'on voit apparaître dans l'organisation, c'est tout ce qu'on va partager finalement avec les autres. Et donc la notion de maîtrise et de partage eh bien, crée un environnement qu'on appelle tout simplement l'organisation. Alors l'organisation, c'est la grosse différence avec l'organigramme. Vous le savez comme moi, on peut avoir le plus bel organigramme de la Terre, c'est pas pour ça que ça fonctionne. Et donc la notion d'organisation, ce que montre ce schéma, c'est que c'est la résultante d'un système relationnel. Nous cherchons à avoir des organisations qui soient efficaces, performantes, fluides, etc. Eh bien, ça ne peut fonctionner que si le système relationnel entre ce qu'on maîtrise et ce qu'on partage était lui-même performant, efficace, fluide. Le troisième élément qui intervient dans l'organisation, c'est la notion d'aléa. Et l'aléa, souvent, on le vit comme du subi. Alors, je me permets souvent de dire dans les organisations, dans la vie, il y a ce qu'on maîtrise, il y a ce qu'on partage, et il y a ce que l'on subit. Et lorsqu'on croise les deux éléments, partage et subi, eh bien, ça nous rapproche de la vraie vie, du quotidien. Ça, c'est ce qu'on appelle l'animation, c'est ce qui nous met en réaction, c'est ce qui donne de l'âme, finalement, et c'est ce qu'on va retrouver en termes de management, ce qu'on va partager et ce qu'on va subir. En matière de crise, eh bien, l'aléa a tendance à prendre plus de place et va avoir un impact immédiat, comme c'est représenté sur le schéma ici, un impact immédiat sur l'organisation, quitte à la déstabiliser. Et à ce moment-là, les réponses vont être à travers l'animation, à travers de comment je vais partager, comment je vais accueillir finalement l'aléa, et c'est ce qu'on va appeler le management en situation de crise. Alors quand on parle de crise, de quoi parle-t-on exactement? Alors, les crises, il peut y avoir différentes natures de crises. Le premier message que j'aimerais faire passer ici, c'est que une crise n'est pas une cause. Ce n'est pas le début de quelque chose, c'est plutôt la fin de quelque chose en fait. D'ailleurs, on nomme les crises par des conséquences qui sont observables. Ce que l'on a vécu là récemment, eh bien c'est la notion de crise sanitaire. C'est-à-dire que les conséquences, elles sont essentiellement sanitaires. Les causes, elles peuvent être virales, elles peuvent être de différentes natures, essentiellement virales.
Et donc on va trouver, en nommant effectivement nos crises, des conséquences observées, à savoir des conséquences qui peuvent être sociales, des crises qui peuvent être économiques, financières, culturelles, familiales, et que sais-je encore. Donc on peut nommer comme ça les crises à travers les conséquences observées. La difficulté aujourd'hui, c'est que nos crises sont souvent reliées entre elles. Et c'est ce qu'on appelle des crises systémiques. C'est-à-dire que c'est pas le fait d'observer qu'ils soient systémiques, c'est justement la notion de cause. Et les causes sont multiples, sont multifactorielles. Et c'est la difficulté à identifier les causes qui fait que nos crises vont être de plus en plus complexes à gérer, et ce qui en fait des crises systémiques. Donc pour terminer cette diapo, hein, le fait d'une crise n'est pas le commencement de quelque chose, mais c'est l'aboutissement en fait d'une succession de causes dans une logique systémique, ou le marqueur de la fin d'un processus. Alors, cette courbe-là est assez connue, hein, et sur le plan des caractéristiques d'une crise, on peut la caractériser de différentes manières. Déjà, ça a un début et une fin, globalement, et qui peut être souligné par la notion effectivement de cycle. Donc on va retrouver effectivement des cycles, ici, là, par exemple, hein, on va retrouver la notion de cycle. On peut retrouver aussi une notion d'amplitude, c'est-à-dire que là, on a plusieurs courbes qui se présentent avec des amplitudes qui sont différentes et des cycles qui sont différents. On ne pourra parler de crise que parce qu'il y a un révélateur de la crise. Donc c'est l'élément observé. Et très souvent, c'est à l'apogée de quelque chose. C'est la fin de quelque chose qui est une phase d'expansion et qui est un pic. Et c'est au moment où le pic, effectivement, il y a une inversion effectivement de la courbe, qu'on va parler de crise. Parce qu'on rentre à ce moment-là sur une phase qui est descendante, qui est appelée la récession. Donc, une crise, c'est le pic, c'est le révélateur, comme un pic de fièvre, qui était le révélateur finalement d'un certain nombre de causes qui fait qu'on a de la fièvre. Et donc, on ne pourra parler de crise, c'est inséparable des 4 étapes qui sont présentes ici sur le schéma, hein, qui est un schéma assez connu. On ne pourra parler de crise que si on a identifié une phase d'expansion, que la crise est suivie effectivement d'une phase de récession, toujours qu'on espère la plus maigre possible bien entendu, et qui est suivie d'une phase de rebond, de reprise, et c'est ce qu'on appelle justement la résilience, cette capacité à pouvoir rebondir, à emmener nos organisations à nouveau rentrer sur une phase d'expansion. Alors, une parabole animale, parce que nos crises amènent à avoir des comportements qui sont assez caractérisés, pour certains récurrents. Et l'observation de ce fabuleux animal, qui est le homard bleu du Canada, alors j'ai eu la chance de travailler avec des confrères canadiens, et nous avons observé le homard, qui est un professionnel du changement et notamment de la gestion de situations de crise. Alors c'est une espèce effectivement qui est professionnelle du changement et de la gestion de crise par des crises successives qu'il est amené à vivre. Et cette espèce arrive à bien gérer les crises dans la mesure où elle est vieille de 100 millions d'années, c'est-à-dire plus ancienne, bien plus ancienne que l'espèce humaine. Et les crises successives, l'animal le vit dans son corps. Et ces crises successives, ça s'appelle la mue, tout simplement, l'ecdysis en latin, ou l'exuviation. Et par cycle régulier, l'animal est amené à muer. Alors, à quoi sert la mue? Tout simplement au fait que l'animal grandit et donc va changer de carapace, d'exosquelette, pour pouvoir faire en sorte de grandir, sinon il est bloqué et ne peut pas croître. Et ce qu'on peut observer dans cette phase de croissance, une fois que l'animal a mué et a reconstitué sa carapace, c'est que l'animal ne donne aucun signe de vieillissement. Il s'est renforcé sur le plan neuromusculaire, il devient d'autant plus fort, d'autant plus puissant, ce qui fait de lui un redoutable prédateur. Or, pendant la période de mue, l'animal se trouve un petit peu démuni parce qu'il n'a aucun moyen de défense. Il se trouve exposé à un environnement qui se veut plutôt hostile parce qu'il n'y a pas que l'humain qui aime bien alors la chair du homard. Et ce qu'on peut observer dans l'espèce, ce sont des comportements assez différenciés, à savoir que l'animal, pour reconstituer rapidement son exosquelette,
il doit s'exposer suffisamment à l'eau pour pouvoir capter rapidement les sels minéraux de l'eau et constituer ainsi sa nouvelle carapace. Et il y a des animaux qui vont effectivement bien réaliser cette phase-là. Il y a d'autres animaux qui, du fait de l'environnement hostile, ont peur de se faire dévorer et vont alors se planquer, se cacher derrière des rochers. La conséquence, c'est qu'ils sont moins exposés à ce moment-là aux sels minéraux qui sont présents dans l'eau. Ce qui fait que la reconstitution de la carapace va prendre énormément de temps et l'animal, puisque ça prend du temps, commence à être affamé. Et il prend à ce moment-là une décision qui est tout à fait horrible, c'est de ne pas s'exposer et il va décider finalement de s'autodigérer. L'animal se mange lui-même. Et donc sa réponse est bien sûr tout à fait inadaptée. Et la conséquence, c'est qu'il finit par mourir, par s'étioler, par disparaître. Et le parallèle qu'on peut faire avec certaines organisations, notamment des PME qu'on peut trouver, c'est de crise en crise, on réduit la voilure, et au final, on finit par disparaître. La leçon qu'on peut retenir de cela, c'est surtout des nécessités, ça fait apparaître des nécessités qui sont individuelles et collectives. Et au final, ça crée des intentions d'action que nous développons tous sur le plan individuel et collectif. Et elles sont assez partagées et connues, à savoir que, et ça devient des besoins, c'est-à-dire que la nécessité ou le besoin de protection. C'est-à-dire qu'en situation de crise, on a besoin d'être protégé. On l'a vécu à travers la crise du Covid-19 notamment. Voilà, donc ça c'est... Et la notion de production, c'est-à-dire qu'on a besoin d'agir, on le verra un peu plus tard, il faut être finalement dans l'action. On a besoin d'agir, sinon on finit aussi par s'étioler. Et le troisième point, c'est la notion de promotion, c'est-à-dire la notion de communication, de lien social, le besoin de valoriser, de montrer, de rester en contact. Et donc là, notre animal, il nous a permis d'identifier ces trois points-là, c'est-à-dire la nécessité de se protéger, la nécessité d'agir et la nécessité de s'exposer suffisamment finalement aux autres et d'être en vue tout en étant finalement protégé. Alors, tout à l'heure, j'évoquais la notion du monde VUCA. Eh bien, nos crises sont facilitées par ce monde VUCA que nous vivons depuis un certain nombre d'années. Alors, qu'est-ce que le monde VUCA ? Le monde VUCA, ou VICA en français, c'est un acronyme qui veut dire volatilité, incertitude, complexité et ambiguïté. Et donc on peut identifier à la fois des causes, des conséquences et des besoins finalement vis-à-vis de ces différentes postures en soi ou conséquences que sont la volatilité, l'incertitude, la complexité et l'ambiguïté. Par exemple, face à la volatilité, il y a un besoin dans les organisations de j'ai besoin de vision. Et très souvent, on entend dire dans les organisations, il n'y a plus de vision. Voilà. Pareil au niveau de l'incertitude. La crise de sens qui est évoquée dans pas mal d'organisations est liée à ce besoin effectivement de comprendre. Au niveau de la complexité, on a besoin de clarifier nos organisations, de pouvoir identifier des objectifs, etc. Et en ce qui concerne la notion d'ambiguïté, eh bien, c'est notre capacité à pouvoir réagir, c'est la fameuse agilité qui est évoquée effectivement au sein de nos organisations. Alors, la volatilité, eh bien, globalement, peut engendrer effectivement des crises d'arbitrage. C'est quoi les priorités ? Et très souvent, la volatilité amène à avoir des postures et des réactions en disant mais c'est quoi l'urgence finalement dans nos organisations et c'est quoi les priorités? Voilà les questions qu'on est amené à entendre depuis un certain nombre d'années dans les entreprises. Le deuxième point, c'est la difficulté à prévoir qui nous amène à des crises de décision aussi dans l'organisation. Et ce sera quoi demain? On ne sait pas. Alors que les dirigeants étaient plutôt dans un monde d'hier, et le monde d'hier, ça remonte avant les années 80, et bien globalement à avoir effectivement des dirigeants qui savaient, parce qu'ils étaient dans un monde plus sûr,
où l'incertitude était moins importante en tant que telle. C'était les mondes où l'économie était plutôt mixte, keynésienne, etc. Alors que dans un monde où l'économie est plutôt ouverte, interdépendante, etc., on est beaucoup plus exposé à la notion d'incertitude. Et donc les difficultés à prévoir sont évidentes. La complexité est liée à la notion de systémique que j'évoquais tout à l'heure, à savoir que nous sommes liés à de multiples facteurs, à des interactions qui sont multiples et variées, et qui créent aussi des interdépendances qu'on a vécues directement dans le cadre de la crise, par exemple du Covid. Et le fait d'avoir des activités entières, des pans d'activités entiers qui s'arrêtent, dans la mesure où ces interdépendances, la production étant ailleurs et s'arrêtant, bien globalement, nos propres productions s'arrêtent. Le quatrième point, qui est l'ambiguïté, est lié aux trois premiers. C'est une composante des trois premiers qui fait qu'on vit dans un monde qui est assez paradoxal. C'est ça l'ambiguïté. Et on peut se retrouver au sein de la même organisation avec des objectifs qui sont dits orthogonaux. Ce qui fait que ça crée énormément de flou par rapport à l'action à mener. Ce qui fait qu'on a des personnes qui peuvent s'opposer dans l'organisation parce que leurs objectifs ne sont pas compatibles, alors qu'ils participent à la même organisation. Alors nous pouvons trouver différentes réactions et stratégies au niveau des organisations face notamment à l'incertitude. Alors ces réactions, vous allez le voir, sont assez différenciées. Et dans un premier temps, elles sont assez culturelles en fait. Là, sur ce petit schéma, j'ai mis quelques drapeaux. Et si on considère par exemple le continent asiatique, la partie asiatique de notre monde, ben, on voit complètement à gauche là, le drapeau japonais et quasiment à l'extrême droite, la République populaire de Chine. Et sur cet axe-là, ben, il y a la notion effectivement de tolérance à l'incertitude. Et on voit bien que les Japonais vont avoir une certaine aversion à l'incertitude, alors que en République populaire de Chine, eh bien, la tolérance à l'incertitude est plus élevée. Ce qui va avoir un impact direct sur les façons de réagir, sur les façons de mettre en place nos organisations. Et on va avoir des organisations qui sont complètement différentes en Chine, au Japon, etc. Les structures hiérarchiques vont également être différentes. Alors, on voit que le drapeau français n'est pas très loin du drapeau japonais. Ce qui fait qu'en France, on a une forte aversion effectivement à la notion de risque et d'incertitude. On peut identifier trois réactions majeures au sein des organisations. La première réaction, c'est le refus de l'imprévu. Alors, par rapport au refus de l'imprévu, on a deux postures, en fait, ou deux façons de réagir qui sont complémentaires ou différenciées selon les cas. Le premier, c'est ce qu'on appelle l'ancrage dans la tempête. Alors, pour le coup, ça se trouve dans les organisations qui sont extrêmement fortes, puissantes. C'est les organisations qui sont sûres d'elles-mêmes, qui ont une dominance sur le marché qui est extrêmement forte. Et quelle que soit la tempête, ça tiendra coûte que coûte. C'est comme un phare ou une plateforme pétrolière qui, dans la tempête, c'est quoi qu'il en soit, on tiendra bon. Voilà. Et donc, ça demande à être extrêmement fort et sûr de son organisation. Autre façon de réagir et de refuser finalement l'imprévu, c'est l'imprévu dans le futur, c'est-à-dire le défrichage. C'est-à-dire une fois que le tsunami est passé, on reconstruit à l'identique avec les éléments qui sont présents dans l'environnement, sur le même lieu, etc. On reconstruit à l'identique au même endroit. Et donc, cette capacité à se projeter, ou cette incapacité, pardon, plutôt à se projeter, est liée donc à ce refus de l'imprévu futur. C'est-à-dire qu'on se dit, bah, statistiquement, c'est arrivé une fois, mais ça n'arrivera plus. Et on retrouve ça énormément au niveau du Japon, par exemple. C'est assez étonnant de voir que ça a un impact, effectivement, sur les organisations. Et donc, on reconstruit à l'identique, et ce qui fait que ces deux stratégies, l'ancrage dans la tempête comme le défrichage, sont des stratégies véritablement à haut risque.
Deuxième façon de réagir face à l'incertitude, c'est essayer de décrypter l'incertitude. Donc le décryptage de l'incertitude, donc on va aussi identifier ici deux approches. Une première approche qui est nommée l'approche par les scénarios. Alors ce sont essentiellement les grosses structures qui sont pas mal équipées en interne qui peuvent mettre en place de telles stratégies, et notamment des structures industrielles. Alors c'est très intéressant et puissant comme démarche. Cependant, cela peut poser un problème dans la mise en œuvre, car en général, le scénario, quand il est choisi, ça devient difficile de le changer en cours de route. Et donc les organisations ont tendance à dérouler le plan établi, et ce qui laisse peu de capacité finalement à gérer un éventuel aléa qui surviendrait. Deuxième approche, c'est ce qu'on appelle la théorie des jeux. Et la théorie des jeux, bah, y a un exemple d'un célèbre jeu qui est le dilemme du prisonnier. Alors c'est très très intéressant comme démarche. C'est une approche qui est basée sur l'interaction consciente et rationnelle entre les différents joueurs. Donc ça fait appel à la déduction. S'il fait ça, je ferai donc ça, etc. Donc c'est très intéressant et très puissant. Cependant, en situation de crise, la question qu'on peut se poser, que moi je me pose en tout cas, c'est est-ce que les joueurs sont en permanence dans la rationalité? Et c'est à mon sens une limite possible de cette approche. Troisième façon d'aborder l'incertitude, c'est de l'accepter. Et là également, deux approches identifiées. La première, c'est l'imitation. Alors l'imitation, on pourrait l'écrire aussi en un seul mot, hein. L'imitation, le fait de limiter notamment la notion de risque. C'est une stratégie en fait qui consiste à faire comme le voisin ou comme le concurrent. Et donc, deux choses l'une. Soit le concurrent, il a choisi la bonne option, et donc s'il a raison, on gagne tous les deux, et donc je ne me fais pas distancer en termes de concurrence. Et s'il a tort, bah, on perd tous les deux, mais les conséquences sont moindres. Parce que globalement, si j'étais tout seul à prendre la mauvaise décision, bah là, pour le coup, je me ferais distancier et je serais perdant. Donc finalement, c'est une démarche assez égocentrée, mais qui limite les risques de différenciation en temps de crise et qui limite la notion de concurrence. Donc cette approche est assez utilisée, mais va renvoyer finalement à la notion de décision et d'interdépendance finalement, ou d'indépendance stratégique. C'est-à-dire qu'on n'est pas on dépend finalement du choix des autres, quoi. Voilà. Deuxième approche, c'est la fameuse agilité. Donc cette agilité, bah, globalement, nous trouvons cette technique-là, si c'est plutôt une approche, qui est finalement un jeu collectif d'essais-erreurs et d'esprit d'amélioration continue, globalement l'agilité. Et cette méthode a l'avantage en fait de proposer le fait d'être en permanence dans l'action et au plus proche du terrain, du contexte et de la réalité. Alors, les questions qui peuvent se poser par rapport à ces approches, c'est quelle est l'approche qui est meilleure que l'autre, etc. Bon, on peut trouver des approches qui se mixent aussi, donc en fonction des situations. Et donc, ça demande à faire un état des lieux de la situation pour pouvoir choisir la meilleure approche possible. Et ensuite, bah, la question, c'est quelle posture finalement adopter. 5 principes d'action en situation de crise, et j'aimerais pouvoir les lister avec vous. Alors, le premier principe, hein, c'est faire avec ce que l'on a. Donc, le premier élément, c'est notamment d'organiser un état des lieux de ce dont on dispose. Et là, il y a un outil qui est très connu pour ça, hein, qui est la matrice SWOT, hein, force, faiblesse, opportunité, menace. Alors moi, j'ai tendance à tourner la notion d'opportunité en levier, qu'est-ce qui nous aide finalement, et la notion de menace en frein et en risque, hein. Qu'est-ce qui nous freine, qu'est-ce qui est risqué ou qu'est-ce qui nous contraint globalement. Donc c'est faire avec ce que l'on a. Et par rapport à cette attitude, ce premier principe, c'est vraiment ce dont on dispose ici et maintenant. Il faut rien inventer, on a ce qu'on a et on fait avec ce qu'on a. Ce qui fait que dans nos pratiques, dans nos postures, il faut arrêter de regarder le futur lointain.
Souvent, je dis d'adopter finalement le principe de réalité du cycliste, c'est-à-dire qu'il a à la fois un regard qui est lointain et un regard qui est proche. Vous le savez, quand vous êtes sur un vélo, eh bien, vous êtes très, très, très en lien avec les rebonds de la route, les réactions de la route, etc. Donc ça, c'est très proche et ça, c'est le cadre du vélo. Donc il faut un cadre parce que s'il n'y a pas à un moment donné un élément qui est rigide, qui donne de l'information et qui permet de suivre de l'information, et c'est ce qu'on verra ensemble en matière de pilotage notamment, hein, et de définition de cadre, de fonctionnement, de règles du jeu, d'objectifs, enfin, voilà, tous les éléments de mesure qui nous permettent d'avoir des principes de réalité et d'être très, très, très en lien avec ça et de bien les maîtriser. De pouvoir regarder suffisamment loin parce que au premier virage venu, si on regarde sa roue, vous savez ce qui se passe lorsqu'on est cycliste. Donc c'est à la fois d'appliquer ce principe de réalité, d'avoir un regard à la fois proche et lointain, mais de ne pas regarder trop trop loin non plus. Voilà. D'être au fait que tout bouge et que tout commence à changer par soi-même. Tout bouge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est intéressant de se poser des questions, de se remettre en cause, de ne pas être fixé sur ses propres schémas, et qu'en matière de crise, parfois, il faut sortir de nouvelles pratiques et faire preuve de créativité. Bien entendu, il faut être comme on est, c'est-à-dire que la transparence, la sincérité, s'appuyer sur sa propre personnalité va être réellement importante. Et c'est vraiment faire avec ce que l'on a et ce que l'on est en soi. Et être dans une logique d'acceptation et pas de c'était mieux avant. Voilà. Parce que ça, c'est tout à fait bloquant pour l'action. Deuxième principe, c'est d'agir en perte acceptable. Alors les grands items, je vous les énonce, c'est le fait de viser petit pour faire grand, d'agir avec détermination, discrétion et rapidité, d'être dans le principe de ce qui est petit peut devenir grand, d'être écologique, et on va développer, et ensuite d'entretenir sa vitalité. Alors, viser petit pour faire grand, c'est la politique des petits pas, comme peut le faire un chat. Face à l'incertitude, un petit chaton, il va avancer par cercle concentrique et va élargir son territoire au fur et à mesure. La notion de petits pas, c'est ça. Il vaut mieux fonctionner par petits objectifs que, effectivement, de regarder, et ça c'est en lien avec le premier principe, de regarder de manière trop lointaine face à la crise. Et donc, plutôt que de viser une finalité qui serait lointaine, c'est avancer par petits objectifs qui seront à valoriser par des résultats rapides, ce qu'on appelle les quick wins. Le fait d'agir avec détermination, discrétion et rapidité, c'est le fait de ne rien lâcher sur votre petit objectif. On ne lâche rien. C'est le fait d'avancer sans mise en avant excessive, c'est-à-dire on avance et puis globalement on ne fait pas de l'auto-satisfecit, c'est le fait d'avancer ensemble. Il faut être rapide dans l'action. C'est-à-dire que puisque les objectifs sont petits, bien l'action est petite. Et c'est ce qu'on va retrouver dans la notion d'agilité. Notamment un certain nombre de méthodes qui soulignent effectivement la notion de rapidité d'action. De ne pas se laisser détourner de votre action. C'est-à-dire que pour le coup, on est très focus sur l'action et ça, c'est très lié aussi au temps que l'on se donne pour l'action. Et donc là, je reviens sur la notion de petits objectifs. Le small is big, c'est l'ampleur d'une réussite, et notamment de cette sortie de crise, est complètement décorrélée de l'ambition de départ. C'est-à-dire qu'on peut avoir les plus grandes ambitions possibles, ça ne se passe jamais comme on le souhaite. Et donc, vaut mieux avancer, là encore petit, et ne pas faire des plans sur la comète, surtout en matière de crise. Être écologique, ça veut dire quoi? Ça veut dire être économe en énergie dépensée. C'est-à-dire que, et c'est ça l'avantage en fait d'avancer par petits objectifs et d'avoir de la valorisation pas à pas des objectifs et des résultats obtenus, ça redonne de l'énergie en soi. L'idée, c'est de gagner le plus de temps possible et globalement, ça peut répondre aussi à l'adage, le résultat, je le veux avant l'heure, quoi. Voilà, donc gagner le plus de temps possible, c'est le moins de moyens utilisés et le moins de temps utilisé. Et le fait d'entretenir sa vitalité, c'est le fait de se libérer par l'action.
Pendant la crise, je ne sais pas si vous l'avez constaté, mais lorsque on est dans l'état de sidération, on perd énormément d'énergie, alors que si on reste dans l'action, notre vitalité reste conservée. Et ça se partage, c'est-à-dire que l'action, elle est salvatrice en vous préservant, en vous donnant de l'énergie à vous-même, mais également aux autres. Et en situation de management, c'est plutôt intéressant. Un troisième principe, c'est le fait d'obtenir des engagements. Alors ça, c'est la relation finalement aux autres. Ça va être la transparence, la sincérité qu'on va trouver à travers différentes postures en soi. Donc, première posture, c'est de réduire le risque de non-action en partageant son problème. Là, pour le coup, je ne résous pas tout seul mon problème, on va rentrer dans des actions collectives. Le fait de partager le problème, eh ben, on fait travailler le cerveau collectif et on commence à investir finalement ce qu'on appelle l'intelligence collective. Et en matière de gestion de crise, l'intelligence collective, là, prend tout son sens. Le fait de décrire le problème pour faire partager sa réalité. C'est-à-dire que il est intéressant non pas de courir vers les solutions, mais de véritablement décrire le problème à travers ses conséquences, la notion d'impact, de partager la notion d'impact pour pouvoir faire en sorte que d'autres s'en emparent et finalement le cerveau collectif peut commencer à fonctionner. Le troisième point, qui peut être une des clés, hein, c'est de fuir les conflits stériles. Et ça, c'est lié notamment à l'ambiguïté qu'on évoquait avec le monde VUCA ou VICA. C'est le fait de fuir les conflits stériles, les paradoxes, etc., et de ne pas craindre les conflits féconds. C'est-à-dire que le débat, la controverse est nécessaire en matière de crise, tout en respectant le deuxième et le premier principe, hein, c'est le fait de l'action doit être courte, etc. Eh bien, l'agilité, par exemple, et les méthodes agiles permettent cela. C'est-à-dire qu'il y a des points réguliers qui sont faits, ou le matin et ou l'après-midi, et qui permettent effectivement d'avancer par petits objectifs. Et enfin, de mieux connaître ses interlocuteurs pour mieux agir. Ça me paraît relativement important dans la mesure où si on ne connaît pas ses collaborateurs, bah ça va être compliqué. Donc il faut s'intéresser à eux. Et qui dit intérêt, eh bien c'est la même étymologie qu'inter-être. Et donc ça va favoriser les interactions. Le quatrième principe, c'est tirer des enseignements, à la fois des surprises et des aléas. C'est-à-dire qu'il faut être en capacité d'être surpris et d'en tirer des enseignements. Ce n'est pas un problème en soi. Le problème, c'est Peter Drucker l'évoquait. En situation de crise, ou c'est dans les moments de turbulence, ce n'est pas avec les logiques d'hier qu'on arrive à résoudre les problèmes. Être ancré dans la réalité, c'est les surprises maintiennent les principes de réalité. Et là, pour le coup, si on a la posture du cycliste que j'évoquais tout à l'heure, eh bien, les principes de réalité s'imposent à nous et imposent le questionnement, la remise en cause ou la confirmation, la validation, tout simplement. Le fait de favoriser le système relationnel, ça se croise avec le troisième principe, hein, qui est lié à la communication, à l'interaction avec les autres. Et globalement, un nouvel aléa, c'est un nouveau problème à partager avec les autres. Et ça favorise notamment la création de réseaux à l'interne et à l'externe. Et enfin, le fait de favoriser la posture de leadership pour soi-même et pour les autres. Et j'ai mis en face de leadership un personnage qui est Christophe Colomb. Alors, j'ai pu étudier avec des confrères, effectivement, la posture d'un certain nombre de leaders, notamment le leader historique, et Christophe Colomb en fait partie. Et il y a 4 postures, en fait, qui ont été intéressantes de souligner. La première, c'est le fait que la notion de leadership, il y a un côté pionnier, à savoir, c'est la microseconde d'avance que l'on a sur les autres. Et cette microseconde d'avance permet effectivement d'être en réaction par rapport à un événement en soi. Hein, ça ne veut pas être totalement visionnaire, etc. Mais la microseconde d'avance, et en matière de situation de crise, c'est une posture qui peut être intéressante et qui peut caractériser en partie le leadership. La deuxième posture, c'est la notion d'artiste. Alors, la notion d'artiste, c'est
C'est pas celui-là, celle-là, c'est un artiste, vous voyez comment il est perché, etc. Non, non, pas du tout. Un artiste, c'est quelqu'un qui a quelque chose en tête ou qui ressent quelque chose et qui sait le rendre intelligible au monde entier. C'est-à-dire la capacité à pouvoir décrire, et notamment décrire un problème, de décrire son ressenti par rapport au problème, et de pouvoir le rendre intelligible au monde. Eh bien, un artiste, à travers son art, à travers un écrit, à travers une peinture, une sculpture, il le rend intelligible au monde. On le comprend plus ou moins bien, mais en tout cas, ça donne quelque chose de tout à fait tangible et partageable. La troisième posture, c'est juge. C'est-à-dire que globalement, il est important de pouvoir décider de trancher. Et c'est ce que fait un juge. Et à un moment donné, c'est ce qu'a fait Christophe Colomb. Tous les indicateurs n'étaient pas au vert, mais il a décidé d'y aller. Et ce qui a fait avancer l'incroyable Armada. Et enfin, le côté guerrier. Alors, ça, souvent, on n'aime pas ce terme-là. Mais le côté guerrier, c'est je lâche rien. C'est une fois que j'y suis, on lâche rien. Voilà. Et c'était évoqué sur un des principes que j'évoquais précédemment. En ce qui concerne le cinquième principe, c'est être créateur ou créatrice de contexte. À savoir le fait de traduire les enjeux en action. Alors pour ça, c'est quelque chose qu'on pourra évoquer, notamment sur le pilotage de nos organisations. C'est un travail sur la matrice des enjeux, des contributions, la définition des objectifs, etc., etc. C'est de pouvoir traduire nos différents enjeux face à la crise et de pouvoir le traduire en actions concrètes et intelligibles, ce qui a du sens et qui a du lien avec la réalité effectivement de chacun. Être juste et cohérent. Globalement, c'est développer quelque part une logique du quoi et non du qui. Le problème, c'est pas qui dans les organisations, c'est quoi, et donc notre capacité à pouvoir exposer un problème en soi. Le fait de comprendre plutôt que d'expliquer, ça renvoie à notre capacité d'écoute, mais de vraie écoute, d'écoute active. Donc ça, c'est des choses qui sont intéressantes à travailler, notamment en présentiel. Développer son influence en travaillant sur la mise en conscience. C'est-à-dire que là, pour le coup, ça vient se croiser aussi avec la posture artiste du leader. Le fait de développer son influence en travaillant sur la mise en conscience, c'est rendre les choses intelligibles aux autres. Et ce qui a du sens devient juste. Et le fait de le rendre cohérent, c'est le fait de l'ancrer dans la réalité, effectivement, de chacun. Enfin, de développer de la simplicité, c'est-à-dire qu'il faut savoir poser les problèmes avant de chercher des réponses. Je l'évoquais tout à l'heure, déjà, de bien décrire les problèmes, de les partager. C'était un des principes au sein du troisième principe, en soi, de savoir poser les problèmes avant de chercher des réponses. De développer une réelle capacité à questionner et à se questionner, ça c'est le phénomène de remise en cause en soi. Et là, c'est là où on voit apparaître sur ces 5 principes la notion d'intelligence collective et la notion d'intelligence collaborative. La notion d'intelligence collective, la capacité à pouvoir réfléchir ensemble, et donc la réflexion ensemble peut nous permettre de rentrer assez vite dans l'action et donc de développer derrière cela les intelligences collaboratives, et donc avec différentes méthodes, et notamment l'agilité. Des postures de management pour mobiliser le groupe en situation de crise, ça peut être intéressant. Ces postures managériales, je vais juste les évoquer rapidement parce qu'elles sont beaucoup plus intéressantes à travailler en présentiel avec vos différents intervenants. À savoir que dans un premier temps, il est intéressant d'établir en commun un état des lieux. Ça, il y a des pratiques, des méthodes, des outils qui fait qu'on va partager ensemble un problème, un environnement. Je l'ai déjà évoqué, mais ça, la posture managériale à avoir, c'est je ne garde pas les problèmes pour moi. Et on établit en commun un état des lieux, on fait les constats ensemble. Et lorsqu'on fait les constats ensemble, on partage ensemble la même réalité. Et ça évite, c'est pas moi, c'est l'autre, etc. Ce qu'on peut appeler le syndrome de la boîte à claques dans les organisations où globalement on se retourne vers l'autre, c'est l'autre qui a tort, etc. et qui crée une culture du bouc émissaire. Et c'est pour ça que j'évoquais sur un des principes, il est plus intéressant de s'occuper de quoi plutôt que de qui. Voilà. Autre posture qu'il est intéressant d'avoir, pour le coup, on est des êtres humains et donc l'idée c'est de pouvoir exposer comment on se sent vis-à-vis de la situation de crise.
Elle peut, quelque part, nous oppresser, créer du stress, etc. Mais le fait de développer de la sincérité va développer quelque part des solidarités, parce qu'il y a deux façons de créer un groupe autour de créer un collectif. La première façon, elle est, on va dire, rationnelle, et on va parler d'objectifs communs, etc. Il va falloir le construire effectivement ensemble. Et cette notion d'objectif commun demande une démarche un peu plus longue. Et puis, il y a la réaction par rapport à la menace commune. Et là, ça devient totalement émotionnel en tant que tel. Et lorsqu'on partage effectivement son système émotionnel par rapport à un problème donné et quel impact il a sur nous, eh bien, globalement, vous allez voir, les solidarités se créent autour du manager. L'idée, c'est de favoriser aussi la co-construction. Alors la co-construction, c'est d'utiliser des méthodes et des outils, notamment d'intelligence collaborative. Et là, bien sûr, je ne peux pas développer tout cela ici, mais la co-construction peut être intéressante, notamment à travers les débats, ce qu'on appelle les groupes de travail, mais des groupes de travail de crise, qui ont une configuration bien particulière. Être déterminé dans la validation, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'à un moment donné, la posture d'arbitrage revient au management. La décision revient au management. C'est une prise de risque? Oui, c'est vrai. Ceci étant, si on fonctionne par petits objectifs, eh bien, globalement, le risque pris est globalement faible. Et donc d'objectif en objectif, on va avancer pas à pas. Et ça revient sur un des principes, c'est-à-dire qu'à travers cette détermination, on va servir un des principes liés à nos petits objectifs, qu'on va valider au fur et à mesure de nos avancements. Il est important, pour se sentir protégé, de pouvoir communiquer sur le nouveau cadre d'action. Il est important que le collectif se sente protégé. Il est important que le manager se sente protégé en tant que tel. Il est important, en conséquence, d'avoir un cadre d'action nouveau en situation de crise, cadre et règles du jeu, mode de fonctionnement, méthodologie employée qui permettent de définir le cadre d'action. Et c'est ça qui va développer le sentiment de protection des collaborateurs. De valoriser, et je l'ai évoqué, la notion de résultats rapides, les quick wins. Ça va donner énormément d'énergie au groupe que de valoriser les résultats rapides. Et lorsqu'un résultat est obtenu, eh bien globalement, c'est important de pouvoir le constater. Qu'il soit partiellement obtenu, totalement obtenu ou pas encore obtenu, il est important de pouvoir faire le constat ensemble. Et c'est encore, soit quand il n'est pas obtenu, ça devient un problème à nouveau à partager, mais on le partage avec le groupe, on fait un état des lieux commun, etc. Et on reboucle en fait sur la situation. Et on peut exprimer sur la situation notre propre ressenti, etc. etc. Et on refavorise la co-construction. Enfin, vous voyez bien la logique. Donc la notion de quick wins va permettre de ne pas retourner en arrière. C'est ça qui est surtout important. Et d'être toujours tourné vers on avance. Donc à chaque fois qu'on avance, on crante, on avance, on crante, etc. Ce qui évite les retours en arrière. Et d'ailleurs, c'est ce qui est utilisé en matière d'amélioration continue. L'amélioration continue qui est un des piliers finalement des systèmes agiles. Et enfin, pour terminer ce diaporama, le fait de célébrer chaque victoire. Là, ça va redonner en fait du sens. Et là, on tombe en plein sur la fameuse pyramide de Maslow. Hein, le fait d'appartenir à un groupe, d'avoir contribué à un groupe, de se sentir utile, et ça développe l'estime de soi, etc., etc. Donc tous ces éléments-là vont avoir nécessité de vivre finalement dans nos pratiques managériales en situation de crise. Voilà, donc merci pour votre attention. Alors pour toute question, avant que nous puissions véritablement échanger ensemble en présentiel, où j'aurai plaisir à vous retrouver et à répondre à toutes vos questions, parce que forcément sur ce type de présentation, je ne peux pas être exhaustif. J'espère avoir été suffisamment clair.
Voilà. Et pour toute question ou complément, notamment sur des situations que vous souhaiteriez exposer et de pouvoir, en face de ces situations, avoir soit des éléments, des bribes de réponse ou d'hypothèses de travail ou de la bibliographie, vous pouvez adresser un mail à Johanna Goldman et je vous affiche sur le diapo le mail de Johanna. Voilà, merci de votre attention et à très bientôt. Portez-vous bien.